Bienvenue sur Le Jour se lève et nous avons donc l'honneur de recevoir aujourd'hui le général Tauzin, le général Didier Tauzin qui est avec nous. Et voilà, on est vraiment flattés, enchantés de vous recevoir, général. Merci d'être là. Merci, je vous en prie de me recevoir. Et donc, on a préparé des questions pour vous, évidemment, puisque on dira que pour nous, vous recevoir, c'est en fait recevoir un candidat hors système. Je pense que c'est un peu Pardonnez-moi, je crois que le mot candidat n'est pas forcément adapté. Un Ah, homme, alors, un homme politique hors système. Là, d'accord. 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 Donc, homme politique hors système, puisque bon, c'est un petit peu ce qu'on cherche à favoriser, nous, dans notre mouvement citoyen. Et c'est le cas aussi de Bruce, hein, qui est avec nous, d'ailleurs. Et nous souhaitons voilà, faire en sorte que les médias citoyens bien, puissent recevoir des hommes politiques, des femmes politiques qui sortent de ce système. Je pense que quand on désigne système, on sait de quoi on parle. Si vous vous désignez vous-même comme homme politique hors système, vous en feriez quelle définition finalement? C'est-à-dire que le système que nous vivons est celui que justement le général de Gaulle aurait souhaité éradiquer, le système désastreux des partis. C'est un système qui tourne l'histoire de la France au chaos, soit directement dans le précipice, soit au bord du précipice. Et à chaque fois, il a fallu quelqu'un pour éviter la disparition pure et simple de la France. Bon, au cours de l'histoire, ça a été Saint-Louis, ça a été Jeanne d'Arc, ça a été Henri IV, ça a été Bonaparte, ça a été De Gaulle plus récemment, hein, mais c'est à refaire régulièrement parce que les partis, c'est un mal français. Et en plus d'être un mal français, le mal principal du parti à la française, c'est d'être absolu, c'est-à-dire qu'il est en absolu. C'est bien qu'on a plusieurs partis qui érigent leurs idées en absolu et qui entrent en conflit. Et avec un trait tout à fait gaulois, qui est que quand on est absolument certain d'avoir raison, même si on a tort, hein, si on est absolument certain d'avoir raison, on est prêt à faire alliance avec l'étranger au détriment de la France. Avec l'étranger ou avec ceux qui ont une volonté expresse, pas forcément exprimée, mais expresse de détruire la France. Donc, le système, aujourd'hui, une fois de plus, si possible, éradiqué, parce que c'est quelque chose qui est à peu près humainement impossible, il reviendra un jour ou l'autre. Mais il faudrait redonner une respiration à la France. Elle en a eu une après 58, qui n'a duré qu'une douzaine d'années, et elle en a eu bien d'autres au cours de son histoire. Chaque fois qu'un chef politique arrive et fait taire les partis, je ne veux pas dire qu'il les interdit. Non, non, le parti politique est quelque chose de légitime, c'est légitime, mais il les met comme comment dire, que leurs actes, que leurs actions, l'action des partis politiques, détruisent la France, nuisent à la France et aux Français, bien entendu. Eh bien, chaque fois, la France a connu une période de renouveau économique, politique, social, global. Et donc, c'est cela qu'il faut opérer aujourd'hui. Donc le système, voilà, ce serait le système des partis. Aujourd'hui, donc, vous nous rejoignez sur ce média avec Le Jour se lève et avec Bruce. Pourquoi cette communication vers un média citoyen, donc hors média mainstream? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous m'avez invité, mais je vous en remercie. Hein, c'est très gentil. Deuxièmement, parce que j'ai suivi la. Bon, on ne parle plus des gilets jaunes aujourd'hui, mais il est très clairement, je sais que Pat, par exemple, en était, et puis beaucoup d'entre vous en sont. Voilà. Hein. Donc, je crois que la révolte des gilets jaunes, avec tous les à côté qu'il faudrait essayer de gommer, n'est-ce pas? Mais elle était le bon sens français. C'était la révolte du peuple de France qui en a assez d'être pris pour des cons, très clairement, hein, et qui en a assez d'être utilisé, employé par ce système désastreux des partis au détriment de la France et du peuple, et qui en a assez aussi d'être subordonné au fric. Parce qu'aujourd'hui, on a éradiqué beaucoup de choses en France, la religion, le patriotisme, etc. Mais on a un nouveau Dieu, c'est le fric. Le fric est très important, c'est nécessaire, sa place. Et sa place, c'est d'être au service de l'être humain.
et non pas l'être humain au service du fric. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Et la révolte des Gilets jaunes, c'est ça. Je la trouvais profondément saine. La troisième raison, je serais venu sans cette troisième raison, hein, eh bien, c'est que les médias mainstream, comme on dit en français moderne, ce dont j'ai horreur, et c'est comme ça, hein, les grands médias, eux, ne veulent pas me voir. Hein. J'ai été viré d'une télévision, j'ai donné pendant la campagne un grand journal national, une interview qui s'est parfaitement passée, le numéro 2 de la rédaction était en face de moi, il m'a fait des grands compliments de ce que j'avais dit, vous aurez une page entière, plus vous viendrez, etc. Rien, rien. Je n'ai pas été reçu. De même, j'ai été interviewé 3 fois par un hebdomadaire bien connu en France. 3 fois, ça s'est chaque fois bien passé. Ils sont parus 5 lignes la veille de la clôture des parrainages. C'est-à-dire qu'il y a de qui je ne sais pas, hein, mais de me marginaliser. C'est l'art du calendrier. Oui, comme vous voulez, bon, peu importe. Hein. Mais à partir du moment où quelqu'un s'élève contre le système lui-même, au lieu de se fondre dans ce système pour essayer de faire passer quelque chose, eh bien on le met de côté. Et je crois que je maintiens ma stratégie. Et je la maintiendrai. Parce que c'est le système des astres des paris qui est pervers et qui détruit la France. Et c'est pas 70 ans, c'est mon âge qu'on va commencer une carrière. Ma vocation à moi, c'est de servir la France du début à la fin de ma vie. Point. Oui, et puis bon, on doit dire que la position générale est crédible dans ce sens-là. Alors justement, ma question, ce serait, est-ce qu'il s'agit de la candidature d'un citoyen ou est-ce qu'il s'agit de la candidature d'un général? Je suis par définition citoyen et je suis général de fait. Hein, c'est la candidature d'un Didier Tauzin qui est général et citoyen français et qui est un homme profond de la France. J'ai quand même ramené des gamins de 20 ans entre 4 planches. Ça crée des devoirs très forts. Hein. Et donc je ne peux pas supporter de voir mon pays partir à volo après cela. Ces gamins ne peuvent pas être morts pour rien. C'est pas vrai. Hein. Donc moi je continue. Et ensuite c'est une tradition familiale. Mon père m'a appris tout jeune, tout enfant, à aimer la France, à en crever, comme il le disait lui-même. Et donc c'est la candidature de Didier Tauzin qui est un amour profond de la France. Parce que, bon, être candidat, enfin, être homme politique, éventuellement candidat et général, bon, dans l'histoire de France, ça a du sens. Est-ce que c'est un écho à quelque chose qui s'est déjà passé ou est-ce que c'est renouveler quelque chose qui peut ressembler à l'histoire, mais qui concerne des conditions nouvelles? Alors là, vous parlez de Gaulle. Voilà. Bien sûr. Hein. Donc, très clairement, je ne suis pas du tout un gaulliste acharné. Certainement pas. Qu'il a commis plusieurs erreurs et fautes politiques lourdes dont nous payons encore les conséquences. Ceci étant dit, au XXe siècle, ça a été le seul chef d'État français digne de ce nom. Voilà. Il a beau avoir commis des erreurs et des fautes, je répète, c'était le seul chef d'État français digne de ce nom au XXe siècle. Ne parlons pas de ceux qu'on a eus après lui. Bon, hein, c'est grâce à eux que la France, ou à cause d'eux plutôt, que la France est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Une situation catastrophique. Nous sommes la première génération, non pas la première, il y en a eu d'autres dans l'histoire, mais nous sommes des rares générations de Français qui peuvent estimer que la France va disparaître. Nous pouvons envisager que la France disparaisse à cause des pseudo-politiques, des politiques mortifères qui nous ont été imposées depuis 50 ans, depuis le départ de De Gaulle. Voilà. Donc, De Gaulle, je ne suis pas De Gaulle. Je suis un gaulliste, non, je ne suis même pas gaulliste, d'autant plus que De Gaulle le disait lui-même, le mort, et il avait raison. Le gaullisme mourra avec De Gaulle. Il avait raison. Il reste un souvenir de De Gaulle. Tout le monde se sert de lui aujourd'hui, à tort et à travers, mais très peu de gens, en fait, connaissent vraiment sa pensée et très peu de gens sont allés analyser toutes ses actions, y compris toutes ses décisions, y compris dans la longue durée. Y compris dans la longue durée. Je me souviens, j'ai fait il y a quelques années, une dizaine d'années, un petit passage en Guinée-Conakry.
où, avec mon épouse, nous envisagions. Et puis, la Guinée-Conakry, j'ai étudié auparavant, donc avant de partir, la Guinée-Conakry. C'est un pays potentiellement richissime. Potentiellement richissime. Pourquoi la Guinée-Conakry était dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui font un repas par jour sont très contents. Beaucoup font un repas tous les 3 jours. Vous imaginez? Alors que c'est un pays potentiellement richissime. Eh bien pourquoi? Mais tout simplement parce que au moment de l'indépendance, et pour faire partie de la communauté française d'Afrique, la Guinée a été un pays, quasiment le seul, je crois, à dire non. Eh bien, De Gaulle a donné instantanément l'ordre, on vire tout le monde, tous les Français quittent la Guinée-Conakry. Elle s'est écroulée, tout simplement. Elle s'est écroulée. Et en plus de ça, après le départ des Français, ces pauvres gens ont eu droit à s'écoutourer. Alors vous savez, hein, c'était un véritable drame, si bien que la Guinée-Conakry est un pays très sous-développé, et de cela, sans, je dis responsable, je n'ai pas dit coupable, parce qu'il faut faire la différence entre responsabilité et culpabilité. Le responsable de cela, c'est De Gaulle. C'est de cette décision de renvoyer tous les Français. Voilà. Donc, pour d'autres, je pourrais vous en citer 10 ou 15 comme ça. Et donc, je ne suis pas un gaulliste fanatique, comme on dit. Je maintiens que beaucoup de nos hommes politiques qui aujourd'hui se réfèrent à De Gaulle ne le connaissent pas. Mais, mais je répète, ça a été le seul chef d'État digne de ce nom au XXe siècle. En France. J'en profite pour dire à Bruce ou Pat, si vous avez des questions à poser entre les miennes, n'hésitez pas à intervenir. Donc, je précise une chose, donc je me suis fendu de la lecture de votre petit opuscule, de votre livre-programme peut-être, je ne sais pas si vous pouvez Celui-ci. Celui-ci. Voilà. Oui, c'est voilà. Et donc, il y a, bon voilà, vous expliquez un peu enfin pas qu'un peu, vous annoncez vos grands titres, et il y a la référence à la France chrétienne. Et alors, dans le contexte, ce rappel à la France chrétienne, est-ce qu'il vous paraît voilà, d'actualité, utile, et quel est quel est le but de ce rappel de la France chrétienne? Alors, je fais un rappel, pas uniquement à la France chrétienne, mais à ce que j'appelle l'être profond de la France. Notre nation a 2000 ans d'existence si on accepte les Gaulois, qui étaient là bien avant. Elle a 2000 ans d'existence. En 2000 ans, elle a connu... c'était pas du christianisme. Elle a connu le christianisme, elle a été pour une bonne partie envahie par les musulmans. Elle a connu l'islam, elle a connu la réforme, les protestants. On ne parlait que des religions. Et ensuite, il y a eu 1789. Mais tout ça a créé. C'est comme pour une personne. Nous sommes le résultat, la synthèse, si je peux dire, d'une multitude de courants qui nous ont fait être. Nous sommes bien sûr physiquement le produit de nos parents. En même temps, nous sommes tout ce que nous avons appris à l'école, à la télévision, chez les Gilets jaunes, dans la rue, etc., c'est ça qui fait l'être profond d'un pays. Et quand on regarde l'être profond de la France, il y a, au fond de cet être, il y a un immense fleuve civilisateur qui part de très loin. Il part des Grecs anciens, il part de Rome, il part même des Hébreux. Il m'arrive parfois de dire que nos Français sont à Our en Chaldée, là d'où est parti Abraham. Et le catholicisme, le christianisme est venu après, c'est greffé là-dessus. Mais c'est un même courant qui véhicule en fait une même conception de l'être humain. C'est ça l'important. Quelques-uns m'ont dit, mais tu veux refaire l'Église catholique, religion d'État. Mais c'est de la folie, je n'ai jamais pensé à ça. Jamais. D'autres me caricaturent en disant, tu vas emmener tout le monde à l'Église. Mais c'est faux, chacun son problème. C'est la décision de notre chef. Je suis un homme politique. Je regarde la France telle qu'elle est. Eh bien, elle est le produit de cela et de multiples autres choses. Mais ce qu'il y a de plus profond en elle, c'est la Grèce antique, c'est Rome, ce sont les Hébreux, et c'est le christianisme. C'est ça qui est de plus profond. Et c'est ça qui nous a créés. C'est ça qui a fait la France. Et si on veut, vous êtes chef d'entreprise.
Autrefois, quand j'ai étudié à l'Institut d'administration d'entreprise à Poitiers, on m'expliquait que quand une entreprise, elle doit se recentrer sur son cœur de métier. Se recentrer sur son cœur de métier et redémarrer à partir de là. De même, dans l'armée, quand nous avons quelques problèmes, on essaie de se recentrer sur notre cœur de métier pour redémarrer. Eh bien, je suis persuadé qu'en politique, il faut faire la même chose. Ce n'est pas un cœur de métier, en l'occurrence, c'est l'être profond. Qu'est-ce que c'est que la France? Est-ce que la France est uniquement ce qu'on voit aujourd'hui? Non, si ça continue comme ça, d'ailleurs, on ne verra plus que des mosquées. Hein. Et oui, hein, non, et le christianisme en fait partie. Oui, Bruce, tu veux intervenir, Bruce, une question? Oui, Général, je n'ai pas eu trop le temps de me présenter, donc moi je suis porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Votez pour vous. On a en fait comme unique point de programme la pierre angulaire. En fait, on a essayé de remonter à la cause des causes du. Alors vous avez aussi d'autres explications, une autre lecture de par votre parcours et historique aussi, mais nous on considère qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans une véritable démocratie au sens grec du terme. Et en fait, on se concentre aujourd'hui sur la modification de l'article 89 de la Constitution française qui en fait aujourd'hui donne le pouvoir constituant au président et au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, avec un système de votation, de référendum qui est possible, mais qui a été rarement utilisé dans l'histoire de notre pays, en tout cas sur les motifs de la Constitution. Et nous, on pense que à chaque fois qu'on a un programme détaillé avec nos convictions, hein, on peut parler d'environnement, on peut parler de religion, on peut parler d'école, de santé. On a autant de raisons de se diviser. Alors que si on se concentre uniquement sur un point de programme qui est en fait donné pour la première fois le pouvoir constituant au peuple, on pense qu'on va réussir à fédérer. Qu'est-ce que vous en pensez, général? Il y a un blanc. Je vais essayer de faire. Vous avez raison, mais cela tient à plusieurs choses. D'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des Gaulois et des Français, et nous érigeons ce que nous pensons en absolu. Bon, et chacun faisant ça de son côté, forcément, c'est la pagaille. Et à certains moments, ça débouche tout simplement sur des guerres civiles. Et la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui est en fait une guerre civile larvée permanente. Pour sortir de cela, il faut des repères extérieurs communs à tous. Des repères. Ça ne veut pas dire que tout le monde adhère en totalité à ce repère, mais il est inamovible, il est souhaitable qu'il soit voté par référendum et que donc ensuite il s'applique à tous. Et je dis bien, c'est un repère pour guider les échanges, pour faire en sorte que systématiatiquement des conflits qui peuvent aller très loin puissent produire quelque chose, puissent devenir des échanges féconds. Hein. Voilà. C'est pour ça que pour la présidentielle de 2017, nous avions inventé, oui, je peux dire, en nous référant encore une fois à l'histoire, hein, nous avions inventé la Grande Charte de France. La Grande Charte de France, elle fait 2 pages à peine. Hein. Elle se réfère justement à l'être profond de la France. Elle établit l'identité de la France, la vocation de la France, des grands titres, et puis quelques autres détails. Voilà. Et nous proposons de la faire voter par référendum pour en faire le référentiel extérieur, supérieur à la Constitution, parce qu'en France, la Constitution change tous les 5 mois, j'exagère, tous les 10 ans, 20 ans, en moyenne. Depuis 1789, je ne sais plus combien de constitutions on a eu. Ça change en permanence. Donc il faut que ça soit extérieur à la Constitution et au-dessus, comme la Déclaration des droits de l'homme. On n'invente rien en faisant cela. Comme un code de bonne conduite, quoi. Pardon? Comme un code de bonne conduite, une charte de valeurs, quelque chose sur lequel on peut se référer. Si vous voulez, et oui, code de bonne conduite, tout ce que vous voulez. Hein. Le fond de cette grande charte de France, c'est que l'homme est grand. Tout homme est grand, même le plus petit, même le plus con, pardon. Hein. Tout homme est grand, et toute femme, bien entendu, hein, est grand, et tout doit être mis à son service, au service de son développement personnel. En culture, n'importe quoi. Tout doit être mis à son service. Le fric, l'argent, pardon, la politique, l'économie, tout. C'est ça le fond. Mais
Il faudra en parler pendant très longtemps. On peut faire une émission sur la Grande Charte de France toute seule si vous voulez, hein, parce que là, je suis parti pour 2 heures. Voilà, il n'y a pas 2 heures. Hein. Alors, Donc, si vous voulez, ça, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le référentiel qui devrait s'imposer à tous, et notamment aux partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des partis nationalistes, des partis des partis internationalistes, des fauteurs de troubles professionnels, vous avez des gens qui ne pensent qu'à la gestion du fric, au PIB, etc., 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 si bien qu'on n'est jamais d'accord. Ils ne sont jamais d'accord. Il faut les mettre au service de la France et pour ça leur donner un référentiel commun. Ce qui n'empêche pas de gérer, au contraire, mais on gérera dans le cadre de la Grande Charte de France, c'est-à-dire pour le développement et le bien, le service de chaque Français. Et ça serait pareil pour tout le reste. Moi, je voulais intervenir sur ça, sur évidemment nos 40 dernières années politiques, où on a vu un capital s'emparer de la politique, hein, et on est géré par un État maastrichtien. Comment redonner la souveraineté au peuple? Comment peut-on redonner la souveraineté au peuple? Alors, comment redonner la souveraineté au peuple? Première chose, je crois qu'il faut justement cette Grande Charte de France. Parce que la souveraineté du peuple y était dictée. Si c'est au-dessus, normalement, au moins en théorie, on ne peut plus toucher. Deuxièmement, il faut surtout, je crois, revoir notre conception de la souveraineté du peuple. J'y tiens beaucoup à la souveraineté du peuple. Mais dès le début, dès 1789, il y a un hiatus, il y a un problème dans cette souveraineté. C'est le peuple qui est souverain en s'exprimant à la majorité, si bien qu'on arrive à une démocratie arithmétique. Oui. 50% des voix plus une, deux personnes changent d'avis, on va dans l'autre direction. Et dans ce cas, c'est la pagaille. Ça ne peut être que la pagaille. Ça ne peut être que la pagaille. Donc, la Grande Charte de France, qui implique aussi de revoir la conception, ce qu'est la souveraineté du peuple. Et une souveraineté du peuple ne peut s'asseoir que sur une conception de l'être humain. Encore une fois, je parlerai beaucoup de l'être humain, de l'homme. Aujourd'hui, l'homme est en danger. L'existence de l'être humain est en danger. Tout simplement. En tant que personne pensante, en tant que personne autonome, en tant que personne qui a un avenir potentiel gigantesque dans la coopération avec les autres, dans le respect des autres, qui doivent le respecter lui-même, etc. Aujourd'hui, l'être humain est en danger. Il faut donc travailler beaucoup sur cette affaire. Et ce n'est pas une affaire de théologie, de philosophie, théologie, viennent concourir à cette définition qui est politique. Politique avant toute chose. C'est ça. Et la conception de l'être humain, il n'y en a que deux. L'une qui ne tient pas du tout la route et n'a jamais tenu la route. L'être humain, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient. À partir du moment où on ne sait pas d'où il vient, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. On peut décliner comme ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes devenus des producteurs, consommateurs, futurs vieux congénères, des lois qui coûtera trop cher. Et oui, mais j'ai entendu une députée LaREM dire ça il y a quelque temps à la télévision. Elle n'a pas prononcé le mot con parce que ce n'est pas politiquement correct. Moi, je le dis. Donc, ça, c'est la première conception de l'homme. On en fait ce qu'on veut parce que, bon, ça fout, de toute façon, c'est un outil. L'important, c'est le fric. Bon. Ça, c'est catastrophique. Et la deuxième conception de l'être humain, il est ce qu'il y a de plus important dans l'univers. Et cette conception, elle vient de notre grand foyer. Il faut se raccrocher à ça. C'est très important. Je ne peux pas tout vous dire parce que ça serait beaucoup trop long. Mais, non, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est vachement simple. Pardon, c'est très simple. Mais ça serait très long. Voilà. Excusez-moi. Je me permets d'intervenir juste parce qu'il se trouve que bon, vous êtes avec Bruce qui est là, comme candidat aussi. Et il y a une chose sur laquelle vous touchez un peu les mêmes sujets. C'est
malgré que vous ayez dit que bon, la Constitution, on la change tout le temps, etc., vous quand même vous proposez dans votre livre de changer la Constitution, de la réécrire. Il y a eu un blanc. Attendez, il y a eu un blanc, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, vous proposez, à propos de la Constitution, il y a un sujet qui touche les sujets de Bruce, ici, qui est que vous proposez, malgré tout, de réécrire la Constitution. C'est inscrit dans votre petit livre, en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que là-dessus, Bruce parle de réécrire l'article 89. Si Bruce, tu veux bien nous rappeler l'article 89, ce qu'il dit, et voir avec vous, général, si c'est un point d'accord, par exemple, sur ce sujet précis. Pour faire simple, l'article 89, il dit que le pouvoir constituant appartient aujourd'hui au président, qui peut décider unilatéralement de proposer une modification. Il est censé normalement proposer au référendum. Bon, on voit que dans l'histoire de la Ve République, la Constitution a été modifiée, je pense, au moins une cinquantaine de fois, largement, et on a été consulté à peine 2 fois sur cette Constitution. Donc, il a normalement le pouvoir de le faire, de proposer un référendum, mais il ne le fait pas. Ensuite, une modification peut être proposée par les députés, par le Parlement, on va dire, les députés, les sénateurs, mais c'est validé aux 2/3 des suffrages. Donc, en fait, on voit bien que s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on peut faire ce qu'on veut avec cette Constitution et en même temps, ça veut dire modifier les règles qui nous concernent en tant qu'élus. Ça c'est absolument, il faut absolument pouvoir le modifier. Est-ce que vous, dans la modification de la Constitution que vous proposeriez, est-ce que ça intègre le fait qu'on rende le pouvoir constituant au peuple? Je n'ai pas dit qu'on ne délègue plus, hein, j'ai dit qu'on redéfinit ensemble les règles de délégation. C'est nous qui choisissons et ensuite, il y a des personnes qui sont garantes de ce dont on a décidé. Alors, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire là. Le peuple délègue. Il y a un principe qu'on n'applique plus du tout, dont on ne parle plus jamais, qui est fondamental en politique. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. La subsidiarité signifie, d'ailleurs, nous l'avons écrite dans cette principe de France. La subsidiarité veut que, puisque l'homme est ce qu'il y a de plus grand dans l'univers, il est responsable. Tout ce qu'il peut faire par lui-même, il est inadmissible que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Je dis bien inadmissible. Que ce soit dans la mesure où il peut le faire, encore une fois, j'ai bien dit ce qu'il peut faire par lui-même, parce qu'il y a malheureusement des gens qui n'ont pas toutes leurs facultés mentales ou physiques, etc. Il est nécessaire de les aider. Tout ce que pour qu'il le fasse lui-même. Ce qu'il ne peut pas faire par lui-même, il le délègue à éventuellement la famille, à la commune, au département. Il peut le déléguer jusqu'à l'État. Mais il y a des éléments que l'État seul peut faire. Je pense à la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la justice, la monnaie. Il y a encore la justice à voir. La monnaie et les affaires étrangères. Ça, il fait ça au nom de la nation. Et c'est lui seul qui peut le faire. Mais tout le reste, y compris l'enseignement, les s'ils peuvent, par eux-mêmes, en s'organisant. Alors ensuite, qu'ils s'organisent en association locale, par exemple pour une école, ou bien qu'ils s'organisent en association nationale, par exemple pour le code de la route. Voilà. Pourquoi c'est toujours l'État qui décide de tout en ce domaine? 80, 90, 80, on ne sait pas où on va là maintenant. On est passé de 90 à 80, maintenant on revient à 80, on est un peu perdu. Pourquoi c'est l'État qui décide de tout cela? Ce n'est pas son rôle. Par contre, quand la nation ou la partie de la nation qui s'est donné une mission capable de remplir sa mission, l'État vient au secours, doit venir au secours pour aider par exemple cette association à se remettre sur pied pour remplir sa fonction. Mais il n'a pas à garder le pouvoir en permanence. Non. Le plus dramatique pour nous en France en ce moment, c'est le fonctionnement de l'éducation nationale, qui était devenue une fabrique de crétins selon certains. Et je constate que dans les années 80, nous avions enfin 8 illettrés, chiffre du service national faisant foi. Aujourd'hui, nous arrivons à 30%. 30% d'illettrés. Des gens qui savent lire PA, mais ne savent pas lire papa. Voilà. Et c'est l'éducation nationale. Et ce sont nos enfants, vos enfants. Et donc, c'est un constat de fiasco, mais alors que les parents, qui sont les premiers intéressés,
devrait pouvoir s'organiser. L'État a quand même son rôle, ne serait-ce que dans ce domaine-là. Moi, je reviendrai sur les rôles. Le sujet de la Constitution, on réécrire une Constitution, Oui. prendre en compte l'article 89 en considérant, donc, si je comprends bien. C'est vrai, pardonnez-moi, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que je me laisse un peu emballer. Oui, il faut réécrire la Constitution, mais je ne sais pas. Moi, je vois plutôt, si vous voulez, un processus de long terme. Parce qu'il faut que il y a bien sûr des éléments à changer très, très rapidement. Mais encore une fois, si on change trop rapidement, votre Constitution risque de durer 15 ans, 20 ans, au mieux. La Constitution de 58, elle a 60 ans. Hein. Et déjà, j'affirme que la Ve République est morte. Son cadavre bouge encore, mais elle est morte. Et maintenant, nous sommes sous la tyrannie des partis politiques. Bien. Donc, oui, changer la Constitution, mais il faut le faire calmement. Hein, voter à toute vitesse quelques articles comme ça, moi j'y crois vraiment très peu. Il faut travailler en profondeur. Travailler en profondeur. La proposition de modification de l'article 89, est-ce que c'est une chose, par exemple, à laquelle vous aviez pensé? Donc, j'ai pas compris, j'ai pas entendu là. Pardon, donc oui, la modification telle que le propose l'équipe de Bruce, donc de modifier en particulier l'article 89, est-ce que c'est un sujet auquel vous aviez pensé, vous et les personnes qui constituent votre think tank? Alors, think tank en français moderne, je n'ai pas tout en tête, voyez-vous. Hein, énormément de choses à faire. Il se trouve que pour la présidentielle de 2017, un bureau d'études, en France et d'autres fois, un bureau d'études d'environ 250 personnes, dont des constitutionnalistes, dont des juristes, enfin des chefs d'entreprise, des syndicalistes, etc. 250 personnes. On en a des ordinateurs pleins de propositions, y compris sur la Constitution. Y compris sur la Constitution. Nous avons élaboré, c'est hors Constitution, mais nous avons élaboré un droit du travail en 100 pages. Combien est fait votre droit du travail en ce moment? Vous ne savez pas? Voilà. 3 kilos. Il n'a pas été fait uniquement par Tauzin et puis par quelques-uns. Non, par toute une équipe. La grande charte de tout à l'heure dont je parlais, c'est un travail de 2 ans. De 2 ans. On a énormément travaillé. Et je crois que c'est cette façon de faire qu'il faut. Donc, je suis incapable de vous dire, là maintenant, oui, nous avons pensé à l'article 89, il me semble que oui, mais on a pensé globalement à la Constitution, oui. Alors, agent. Bon, général, excusez-moi, j'avais oublié de remettre le micro. On voit que vous avez travaillé depuis un certain temps sur tous ces sujets-là avec une équipe. Partout en France, il y a des collectifs qui sont pas forcément récents ou d'autres qui sont nouvellement créés suite au mouvement des Gilets jaunes. Mais on voit que c'est une question au niveau de la démocratie, de la modification de la Constitution, le fait de redonner le pouvoir au peuple. C'est malgré tout ce qu'on peut avoir comme divergence sur certains points de programme, alors dit de gauche ou de droite, mais on va dire que pour les vrais démocrates, c'est ça l'horizon commun. Comment on fait aujourd'hui pour regrouper, fédérer tous ces groupes qui disent la même chose au fond? Comment on fait? Et vous, êtes-vous prêt, par exemple, à regrouper ou à se regrouper, à vous regrouper avec d'autres collectifs qui ont le même niveau de réflexion pour justement avoir une candidature groupée au présidentiel et puis peut-être pour mailler sur tout le territoire et être prêt à agir pour les législatives qui suivront. Voilà, comment on peut faire? Est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous associer, à coopérer avec des groupes citoyens? Oui, mais bien sûr, mais nous avons commencé déjà. Des petits groupes, comme vous dites, se sont créés d'ailleurs aussi, indépendamment de notre volonté, nous ne l'avons pas suscité, à partir de notre action. Il faut qu'on se mette d'abord d'accord, c'est la condition sine qua non, sinon c'est pas la peine. Sinon on va faire comme les autres. Je refuse de faire comme les autres. Hein. Je ne vais pas engager les dernières années de ma vie pour faire des singeries comme les autres. Hein. Les chamailleries de gamins aussi. Bien. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur des choses fondamentales. Par exemple, la Grande Charte de France. Mais je connais des musulmans qui l'embrassent à cœurs ouverts, la Grande Charte de France. Des musulmans.
Hein, et il y a un communiste m'a dit il y a quelque temps, mais votre truc c'est remarquable. Communiste. Faut pas croire que lui je l'ai emmené à l'église. Hein. C'est pas. Ouais, bien sûr, mais c'est quelque chose qui promeut l'unité en quelque chose qui est très profond, l'être profond de la France. Donc, il faut des conditions, en particulier que ces gens-là acceptent la Grande Charte de France. Nous ne la changerons pas. Hein. Pour l'instant, après, elle pourrait être changée par référendum. Ça, c'est l'affaire du peuple souverain. Mais nous ne la changerons pas, nous. Dans l'immédiat. Il faudra aussi se mettre d'accord sur des quantités de choses, s'acharner à ne plus s'étriper dès qu'on se parle. Hein. Quand on se parle, le chemin du bien commun national. Le chemin du bien commun national. C'est ça l'essentiel. On n'en parle plus aujourd'hui. Et surtout, quand on en parle de manière complètement biaisée. Le bien commun, ce sont les conditions générales qui permettent à chacun, mais aussi à chaque entreprise, chaque famille, voilà, hein, de s'épanouir dans le cadre national. Ça comprend la sécurité extérieure, sécurité intérieure, et puis des choses comme ça. Toutes choses que l'État ne fait plus que très imparfaitement. On n'a plus d'armée, on n'a plus de police, on n'a plus de gendarmerie. On marche sur la tête en France aujourd'hui. Alors, général, donc, il nous reste à peu près 10 minutes pour faire un format pas trop long. Est-ce que vous pourriez parler d'une proposition que j'ai trouvée très originale dans votre livre programme, c'est celle de l'exécutif national qui relierait le chef d'État avec les maires. Voilà. Alors, si vous voulez, je tiens cette idée, nous y avons là aussi travaillé beaucoup. Hein. Elle a été émise initialement par, je crois, un chef d'entreprise. Qui correspond exactement aussi à ma culture militaire. Dans une entreprise, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, hein, il y a la chaîne hiérarchique qui fait tourner la boutique, qui fait tourner l'entreprise. L'organigramme. Si vous voulez, l'organigramme. Et dans un régiment, vous avez ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Et tout est au service de cette chaîne de commandement parce qu'elle-même est au service de la raison d'être du régiment qui est la paix par le moyen éventuel de la guerre. La vocation du soldat, ce n'est pas la guerre. C'est la paix par le moyen éventuel de la guerre. Donc, la chaîne de commandement, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui fait l'ossature d'un régiment, comme dans une entreprise d'ailleurs. Voilà. Eh bien, on n'a pas ça en France. On n'a pas ça dans la plupart des pays d'ailleurs. Hein. Il y a le chef de l'État avec son gouvernement. Il y a des régions d'ailleurs qui, à mon avis, on ferait d'abord 20 milliards d'euros d'économies par an en les supprimant et surtout, on apaiserait les futures tensions parce que la France va avoir des tensions à cause des régions. Des tensions de dissociation de l'unité nationale. Hein. Il faudrait organiser, oui c'est vrai, cette chaîne de commandement que j'appelle l'exécutif national, qui regrouperait le chef d'État, mais le chef de l'État et les maires, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres, les maires, parce que ces élus, chefs d'État et maires, sont les seuls à être en permanence de la population. Ce sont les seuls, en particulier les maires. Hein. Et donc, en organisant, en constitutionnalisant cet exécutif national, on devrait, d'abord le chef de l'État, le président de la République, aurait certainement une bien meilleure vue de ce qui se passe dans le pays qu'il ne l'a aujourd'hui, par l'intermédiaire des seuls députés, bien meilleure. Hein. Et il aurait aussi, il pourrait aussi avec les élus, avec les maires, pour définir quel type d'action. Et aussi, on peut envisager que tel type d'action est bon dans le Gers, mais il en vaut mieux un autre ailleurs. Alors, je me permets de vous couper, si vous voulez bien, parce qu'il nous reste 5 minutes. Trop long, hein, c'est ça. 5 minutes, donc j'insiste pour les gens qui nous écoutent, en rappelant que là, la proposition vraiment très originale, c'est de relier, de réinventer un exécutif qui parte du président et qui arrive directement au maire. Et on est en pleine démocratie, là. Voilà. On est vraiment en pleine démocratie. C'est une belle idée. Bruce, je ne sais pas si tu le savais. Mais cela, pardonnez-moi, cela suppose aussi qu'on revoie le... Ça, vous l'avez oublié. Il faut le revoir tout à l'heure. Oui, Bruce, je t'en prie.
J'entends pas. Il n'y a pas le son. C'est un peu ce qu'a tenté de faire, en tout cas en façade, le président actuel, hein, Emmanuel Macron, quand, suite au mouvement des Gilets jaunes, il a organisé ce qu'il a appelé le grand débat. Il est allé voir directement sur le terrain, bon, ça s'est plutôt transformé en grand monologue. Il y a eu aussi des remontées avec les fameuses doléances. C'était des maires choisis. C'était des maires choisis. Voilà, donc il y a eu une sélection pour pas non plus qu'il y ait trop d'esclandres. Ils ont mis un petit peu, ils ont saupoudré de citoyens. Et ils ont, par la suite, on a appris qu'ils avaient classé verticalement aussi les résultats de ces doléances, Bon, mais dans l'esprit, si vraiment c'est mené comme ça, où on a réellement le lien entre l'exécutif au niveau national, qui est en lien avec vraiment l'échelon, le niveau le plus proche du terrain, c'est-à-dire la commune, là, on a quelque chose par un système référendaire de remontée, de consultation citoyenne. Là, on saupoudre déjà de quelque chose d'intéressant pour la démocratie. On aura déjà forcément une évolution. Les gens s'investiront. Oui, d'autant plus que ce qui remonte, notre pays est divers. Hein, est divers. Il ne faut pas dire à un Corse que c'est un Basque. Il ne faut pas dire à un Basque qu'il est breton, etc. Hein, mais il faut qu'on vive ensemble. Et il y a des diversités en France. Eh bien, il y a des choses qui sont souhaitables, voire nécessaires, par exemple en Bretagne, et qui ne sont pas nécessaires ni souhaitables ni ailleurs. Et en revanche, il y a des éléments qui sont nécessaires pour toute la communauté nationale, y compris. Hein, et donc, cela permettrait aussi une telle démarche, parce que ce sont des hommes de terrain, les maires, quelle que soit leur étiquette politique. Ce sont des hommes de terrain. Ils en prennent plein la figure quand ils arrivent au bureau. C'est eux qui décident. Ils sont pris du monument aux morts. Ils sont partout. Hein, je vois la campagne. Je connais très bien, les maires du coin. Et ce sont des hommes et des femmes de terrain qui font ça, les uns par obligation, mais beaucoup par envie de le faire. Il y a une forme de don de soi dans le métier de maire. Bien sûr, là, ça rejoint un peu la notion de subsidiarité. La subsidiarité, c'est aussi. On est en plein dans la subsidiarité, là. Voilà. Alors, je voudrais finir par une dernière question pour les dernières minutes qui nous restent. Patrick, je ne sais pas, toi, tu avais peut-être une question. Je vais peut-être te laisser la parole. Hein? Tu as une question à poser? Oui, moi, je voulais poser des questions. Oui, sur l'actualité actuelle, on voit des choses qui se passent dans notre société. Des violences qui partent un peu de partout, et on voit nos administrations régaliennes qui sont perdues, qui n'ont pas de chef. On le voit, tout le monde, ils n'ont plus aucun mode de fonctionnement. Et je voudrais votre point de vue là-dessus. Attendez, on peut en parler si c'est 2 minutes, c'est pas assez. Hein. Si vous voulez 10 minutes, je veux bien. Hein. Mais moi, j'ai du temps. Hein. Si vous voulez, pour faire très court, nous n'aurons pas uniquement actuels, ceux des 5 décennies précédentes, pareil, sont de plus en plus déconnectés de la réalité nationale. Première chose. Deuxièmement, nos élus ne sont pas d'abord, même si parfois ils le disent, ne sont pas d'abord au service de la France et des Français. Ils sont très souvent au service d'un parti politique, au service d'eux-mêmes, ou bien au service de donneurs d'ordre plus ou moins bien intentionnés, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. De lobby. Très important, la notion d'être au service français. Vous avez aussi des gens qui sont prisonniers, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant, prisonniers du système des partis. Pourquoi M. Castaner a-t-il insulté la police comme ça? Mais parce que c'est un homme de gauche et d'extrême gauche qui pense qu'en trublion. Je suis désolé. Il a plus sa place au gouvernement, terminé. C'est pas parce qu'il est de gauche, c'est parce qu'il n'a pas, c'est parce qu'il il ne raisonne pas en homme d'État, il raisonne en homme de gauche. Un homme d'État peut être de gauche, il peut être de gauche en idéologue. Pas d'abord raisonner en idéologue. Ensuite, vous avez le fait que ces gens-là ne connaissent plus l'histoire de France. Et surtout, au nom du PIB. Derrière tout cela, il y a quelque chose d'énorme. Il faut que je le dise quand même. On ne peut rien faire de solide dans la vie, que ce soit vis-à-vis de son épouse, de son époux, ses enfants et de son pays, si on n'aime pas. Si on aime et non la France.
parle des battements de cœur, etc. Bon. Le sentiment amoureux, c'est une chose, mais il est souvent captatif d'ailleurs, alors que l'amour consiste à se donner et à donner. L'amour consiste à faire ce qui est bien, bon, juste pour l'être aimé. Juste d'abord. Je prends un exemple très rapidement. On nous rebat les oreilles maintenant avec l'esclavage. Un, c'est pas nous qui l'avons inventé. Deux, ce sont les Européens qui ont été les moins esclavagistes de l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité. Les plus esclavagistes, ça a été les musulmans. Les musulmans. Pourquoi on est allé conquérir Alger? Pour mettre fin à la traite des Blancs et des Blanches. C'est tout. Pourquoi on nous le répète ça? Ça fait partie de l'amour qu'on doit à notre pays. Remettre les choses à l'endroit, à leur bonne place. Et ensuite, faire ce qu'il faut pour un homme politique de ce niveau-là. Sa vocation principale, c'est l'unité nationale, extérieure et intérieure. Il doit tout faire pour l'unité nationale, y compris donner sa peau s'il le faut. Eh bien, on n'a plus ces gens-là. À partir du moment où ils ne pensent pas comme ça, eh bien, ils deviennent, je vais employer un mot dur, mais ça ne fait rien, ils deviennent de fait et non pas par intention des tyrans, des exploiteurs du pays, des exploiteurs. Si je me permets, bon, ça pourrait être le mot de la fin pour cette émission. On va essayer de rester sur un format de 45 minutes pour capter voilà, de manière correcte l'attention des gens. Par contre, si vous êtes d'accord, on pourra reproduire notre épisode une autre fois. Mais quand vous voulez, il serait bon aussi de parler des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. J'ai vu Bruce à un moment faire comme ça. Hein, est-ce que je comprends? Et ouais, sur le sujet, par exemple, sur la traite des Blancs, nous, en fait, on est sur un positionnement où il y a des choses dans le passé il ne faut pas oublier parce que c'est ce qui nous aide à construire l'avenir. Mais dans l'instant présent, on a besoin surtout, nous, à voter pour vous. Ce qu'on veut, c'est vraiment que chaque citoyenne et chaque citoyen puisse donner son avis et qu'on construise ensemble. Et souvent, les décisions qui seront prises ne seront peut-être pas en accord avec ce que je défends personnellement, ce que Bruce Duvic défend. Mais en tout cas, en ayant la possibilité de s'exprimer et en construisant ensemble, c'est complètement différent qu'aujourd'hui des gens qui sont au pouvoir qui ne sont finalement pas légitimes. On est reparti pour 45 minutes, là, Ilan? Il faut qu'on fasse une émission, mon général. Je préférais que ce soit un autre enregistrement. On fasse une deuxième. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour voilà, cette émission qui en appelle, je pense, d'autres. Et merci Bruce et Pat. J'ai d'autres questions aussi, vous voyez, moi sur mon cahier, j'en ai beaucoup pour vous. Et parce que vraiment, j'ai lu in extenso votre petite coucou. Clément un jour, ne serait-ce que comme ça. Bien sûr, avec plaisir. Et voilà. Moi, et Bruce, donc si tu es d'accord de prévoir une autre émission avec le général. Pat, oui, dis-moi. Oui, aussi. Mais moi, je connais le général, je connais aussi les Gilets jaunes, et je dis une chose, c'est rassemblons-nous et aimons la France. C'est ça qui est important. Rassemblons-nous et aimons la France. D'accord. C'est là-dessus qu'il faut… Voilà. Quelque chose aussi, j'apprécie, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je parle à un général, j'apprécie quelque chose chez vous, c'est le fait que vous ayez vraiment une vision humaniste et vous avez prononcé plusieurs fois le mot amour. Nous, ça fait quelques temps qu'on dit tout le temps allons tous nous faire aimer, allons aimer, allons tous nous faire aimer, parce qu'on considère que ça part de là. Et je suis assez surpris, parce qu'on a des fois des images comme ça en tête, je suis assez surpris de votre discours par rapport à ça, et ça me rassure, parce que souvent on a l'image qui est faussée, on se dit tiens, en général, voilà, on a quelqu'un qui est… et vous avez prononcé plusieurs fois le mot amour, donc voilà. Ça n'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas. Les images qu'on peut avoir parfois, on a des fausses images parfois. Écoutez, il y a des garçons, des soldats, mais il y en a quelques-uns que j'ai puni en pleurant. Parce que je ne pouvais pas passer sur la faute. Quand il y a faute, il faut une réparation. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on est dans un processus de déresponsabilisation des personnes. Quand il y a faute, il faut réparation. Mais ce garçon avait commis une faute, mais je l'aimais profondément. Et il m'arrivait d'en pleurer. Et c'est pas contradictoire, si vous voulez. Au contraire, quand on aime les gens,
on devient de plus en plus rigoureux pour leur bien. Parce que, encore une fois, la définition de l'autre, c'est de faire ce qui est bien, juste et bon pour l'autre. Pour le soldat comme pour la France. Hein, pour la personne, quelle qu'elle soit. Voilà. Blanc, black, beurre, femme, on n'a rien à foutre de tout ça. Quelle qu'elle soit, ce qui est bien, bon et juste pour cette personne ou pour la France. C'est tout. À partir de là, tout est ouvert. Très bien. Alors là, moi, je me permets de clôturer juste l'émission de maintenant, mais évidemment, on peut continuer la discussion en off, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour ma part, je suis obligé de continuer ma route. Vous voyez, je me suis arrêté à La Rochelle. Je me suis arrêté à La Rochelle en venant de Paris. Et là, je continue ma route. Je suis pas à La Rochelle. Je suis pas à La Rochelle. Hein. Je suis en pleine campagne périgourdine. Écoutez, on peut recommencer ce genre d'exercice hein, si vous le souhaitez. Moi, ça me va très bien.